Les Alpes sont connues pour leur diversité de paysages et de faune. Ces cimes abritent une variété importante d'espèces, mais la cohabitation avec l'homme n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Souvent soumis aux croyances et à l'ignorance, la faune a subi les pressions de l'homme, jusqu'à en disparaître pour certains. C'est le cas du gypaète barbu. Il faut revenir 100 ans en arrière pour comprendre. Perçu comme un démon et un voleur de moutons assoiffé de sang, l'animal a été exterminé et a totalement disparu des Alpes en 1920. Des années après, une collaboration s'est mise en place sur tout l'arc alpin pour réintroduire le gypaète. C'est le Conservatoire d'espaces naturels, devenu Aster, qui s'est chargé de cette mission, avec un succès en 1987 sur le massif du Bargy. Puis, dans toutes les Alpes, les réintroductions ont suivi. 10 ans plus tard, en 1997, la première naissance naturelle des Alpes se passait en Haute-Savoie, dans le même massif. Cette réussite marque la concrétisation du travail mené sur tout l'arc alpin. En 2017, 30 ans après la première réintroduction et 20 ans après la première naissance naturelle, les personnes sur place à l'époque nous racontent leur vécu. L'implication du reposoir dans l'introduction du gypaète barbu, ça a été un hasard. D'abord, cet oiseau, on ne le connaissait pas, reposoir, on ne savait pas ce que c'était. Et moi, quand j'ai repris en 89 donc, la présidence de la commune, eh bien, ça a toujours été aussi, j'ai toujours considéré comme un honneur, et les habitants aussi ont considéré ceci comme un honneur de pouvoir accueillir ce grand rapace. C'est vrai que dans les années où il a été réintroduit, c'est un oiseau qu'on ne connaissait pas du tout ici sur la commune du Reposoir. Et donc c'est vrai que mes premières observations de gypaète, c'était lors des premières années de réintroduction en 88. C'était une surprise pour un peu tous les habitants du village, déjà du site, d'avoir pourquoi le reposoir avait été choisi pour lâcher cet oiseau que personne n'avait entendu parler auparavant. C'est vieux déjà, donc il y a 30 ans quand on est venu nous demander pour mettre les oiseaux ici, on a été très enthousiastes, on a dit que c'était un projet qui nous plaisait, donc on a accepté d'abord, on a accepté qu'ils viennent les remettre sur la propriété. Mon prédécesseur, qui était donc un des adjoints, qui lui est allé chercher chez lui un dictionnaire pour savoir ce que c'était que le gypaète barbu. Au début, ça a été un peu une réticence, on ne savait pas trop ce qui allait nous arriver, réintroduire un rapace dans ces montagnes où il y en avait déjà pas mal, on avait déjà la présence de l'aigle royal et d'autres rapaces. Donc les chasseurs au départ ont été réticents et puis on a fait des réunions d'information, on nous a expliqué que le gypaète en fait était tout à fait inoffensif de ce point de vue-là puisque c'était un animal qui ne tuait pas pour se nourrir. Les oiseaux étaient présentés à l'école, aux enfants de l'école communale et il y avait toujours une cérémonie, un genre de présentation. Les habitants ont été imprégnés par la réintroduction de cet oiseau-là. Je pense que depuis 30 ans, les gens se sont aperçus que c'était vraiment un oiseau qui était utile déjà. C'était un oiseau qui nettoyait la montagne de ses carcasses et puis que ça amenait quand même du monde au village. C'est une bête fascinante de par sa taille, ses colorations forcément. Où il est le plus magnifique, c'est quand on est en dessus et qu'on le voit passer devant nous, quoi. Devant nous, il fait 3 mètres d'envergure et quand il est plus bas que nous, c'est quelque chose de magnifique. Il est temps de faire le bilan. Avec 5 couples en Haute-Savoie et plus de 30 dans toutes les Alpes, la réintroduction a marché. Le gypaète barbu reste toutefois une des espèces les plus menacées en Europe et bénéficie à ce titre d'un plan national d'action piloté par Aster dans les Alpes françaises. Une nouvelle étape est engagée, la conservation.
L'espèce a été réintroduite et ça a commencé il y a 30 ans. Et aujourd'hui, on continue à suivre les oiseaux réintroduits et surtout les oiseaux issus de cette réintroduction qui sont nés en nature. Et du coup, on fait le suivi classique de terrain avec la longue vue, les jumelles. Mais on a également d'autres techniques de suivi puisqu'on récupère des plumes au pied des nids ou dans la montagne qui nous permettent de faire un suivi génétique. Et également, maintenant, certains individus sont équipés de GPS. Donc ça nous permet de mieux comprendre les causes de mortalité ou les causes d'intoxication d'animaux malades. Le département de la Haute-Savoie est basé sur un groupe de volontaires et de bénévoles. Ils vont aller vraiment sur les sites, devant les nids, faire du suivi pendant plusieurs heures, nous faire un compte rendu précis en disant voilà, j'ai vu ça, il y a eu ponte, il y a le poussin, il n'y a pas le poussin, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est basé sur un réseau de volontaires et qui sont très, très pertinents et sans qui on ne pourrait pas avoir autant d'informations sur le suivi de l'espèce dans le département. Aujourd'hui, on est vraiment sur un programme de conservation dans le but que la population s'installe de manière définitive et autonome, qu'elle n'ait plus besoin, entre guillemets, de l'homme. Ouais, il faut savoir que les populations de gibet barbu se reposent sur une stratégie de développement de ces populations avec un taux très élevé de survie des adultes. C'est-à-dire qu'une fois que le gibet arrive à l'âge adulte, il meurt pratiquement plus. Mais malheureusement, dans la réalité, c'est pas forcément comme ça. Il y a des causes de mortalité qui apparaissent, notamment dues aux percussions, aux électrocutions contre les ouvrages électriques ou alors les câbles de remontée mécanique. Il y a des menaces également sur l'empoisonnement et l'intoxication ou le dérangement des sites de nidification. Donc, notre rôle aujourd'hui dans ce programme de conservation, c'est d'agir sur ces menaces-là pour garantir un développement pérenne des populations. Dans les Alpes du Nord, avec le développement touristique de ces régions, c'est vrai qu'on a un développement également en parallèle des câbles aériens, que ce soit ligne électrique ou remontée mécanique. On a ici une illustration parfaite des obstacles que le gibet peut rencontrer dans son ciel. On a développé un partenariat assez fort, que ce soit avec les domaines skiables ou avec les compagnies de distribution d'électricité comme Enedis ou RTE. Donc voilà, il y a plein de différents types de matériel de visualisation. Puisque l'objectif de ce partenariat est de rendre plus visibles les câbles pour éviter la percussion. Donc il y a tout un programme d'inventaire des risques et après de neutralisation qui sont faits avec ces partenaires. L'autre paramètre démographique qui est important, c'est effectivement le taux de reproduction. Donc comme c'est un oiseau qui se reproduit déjà pas beaucoup, il donne, son rythme naturel c'est donner un jeune tous les 2 ou 3 ans. C'est quand même pas beaucoup. Et notre action, c'est d'éviter qu'il y ait du dérangement pour diminuer ce taux-là. Là, on travaille avec une diversité d'acteurs. Ça peut être des sportifs, des pratiquants, des professionnels comme les grimpeurs, les parapentistes, dans le but de les informer de la présence de ces couples de gibet barbu. Alors, on a défini ce qu'on appelle des zones de sensibilité majeure. Donc, c'est des périmètres autour des sites de nidification. Et l'idée, c'est au maximum d'éviter ces zones. On essaye vraiment de faire un porté à connaissance sur ces zones-là. On a des conventions qui se mettent en place avec des fédérations sportives ou des clubs. Voilà le type d'action qu'on fait. Toutefois, pour mener à bien cette étape, tous les pratiquants de la montagne et tous les curieux de nature doivent prendre connaissance de ce projet. C'est pourquoi Aster mène des actions de sensibilisation auprès du grand public et des scolaires. Toute l'équipe animateurs et techniciens interviennent sur le terrain, en refuge ou dans les écoles. Et en particulier sur les territoires des réserves naturelles dont Aster est le gestionnaire. Donc, ce comportement va forcément jouer un rôle dans la perception qu'on a de cet oiseau. C'est-à-dire que quand vous avez un oiseau qui semble justement s'approcher de vous, votre comportement va être différent selon la perception que vous avez de cet animal. Lors de journées organisées, les animateurs vont à la rencontre des randonneurs directement sur le terrain pour leur faire découvrir ou redécouvrir la faune de nos montagnes. Tu vois la ligne là-haut, entre là. le rocher? Ouais. Ah. Voilà. Il s'amuse encore. Pas qu'avec la corde. Ah, pas que... En 30 ans, beaucoup de choses ont changé. Mais un gros travail reste à faire pour que la population de gibet barbu puisse perdurer et se développer, partout dans les Alpes, sans que l'homme n'ait plus besoin d'intervenir.